Aujourd'hui dans Suivez le guide, on va voir Saint-Lazare. Et tu fais quoi là? T'attends le train? Mais non, mais on va pas à la gare Saint-Lazare. Mais non, on va à Brize-Garré voir Saint-Lazare, le vrai, celui de la religion. Et pour le coup, on va de l'autre côté de la ville. Bon, t'es prêt? On y va à pied, hein. Allez, c'est parti. Nous voici devant l'entrée de Brize-Garré. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cet endroit, il s'agit du cimetière de la ville de Montivilliers, qui comporte une partie ancienne qui se situe juste derrière moi. En effet, le cimetière de Brize-Garré date du XVIe siècle, comme en témoigne sa galerie et les décorations macabres typiques de l'époque qui s'y trouvent. L'histoire du cimetière, construit progressivement dès le début du XVIe siècle, est fascinante et rares subsistent aujourd'hui les cimetières anciens tels que celui-ci. Car le cimetière de Brize-Garré, classé au titre des monuments historiques depuis 1886, avait la fonction de charnier ossuaire. L'histoire de notre cimetière est absolument riche et fascinante. Depuis sa construction jusqu'à sa restauration, en passant par l'utilisation qu'en ont fait les hommes du XVIe siècle, je pourrais vous faire une vidéo plus longue que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors comme on a une vidéo de quelques minutes seulement à réaliser, aujourd'hui, nous nous intéresserons tout particulièrement à la chapelle au bout de la galerie. Pour l'heure, dirigeons-nous vers la chapelle du cimetière de Brize-Garré, dans la dernière travée au nord de la galerie et consacrée à Saint-Lazare. Arrête un peu. Au pied de la chapelle se trouve une tombe sur laquelle figure une inscription en bandeau. Sigy Jacques Deschamps, écuyer et seigneur d'Éniteaux, qui décéda en l'an 1525. Ce certain monsieur Jacques Deschamps devait être un personnage important, soit pour Montivilliers, soit pour Brize-Garré, qui n'était pas encore fini d'être construit à la date de son décès. Jacques Deschamps était un seigneur et il pouvait s'offrir le luxe d'avoir une sépulture. Alors pourquoi je dis que c'est un personnage certainement important? Eh bien c'est tout simplement parce que sa plate-tombe se situe dans Brize-Garré et qui plus est, à une place de choix, au pied de la chapelle. Alors pourquoi une chapelle a-t-elle été construite ici, dans notre cimetière? Pour le comprendre, prenons un plan. T'en vois beaucoup des plans anciens avec une gare SNCF, la Poste ou un centre médico-social? Allez hop, on change. Ah, là, c'est mieux. Revenons à l'origine de notre chapelle. Au XVe siècle, le cimetière de Montivilliers se trouve alors juste à côté de l'église. Ainsi, on pouvait prier pour l'âme des défunts juste à côté du cimetière. Or, le cimetière du centre-ville devenait de plus en plus étroit, alors on décide d'implanter ici, sur des terres où il n'y avait à l'époque pas grand-chose à part des arbres, un autre cimetière, Brize-Garré. Bon, ça tombe bien en même temps, car de toute façon, on voulait supprimer le cimetière du centre-ville pour pouvoir faire des travaux pour agrandir l'église. La naissance de notre cimetière remonte au moins en l'an 1477, puisqu'un document d'époque parle alors de Brize-Garré. On a alors adjoint à ce lieu une chapelle pour les prières des fidèles venus se recueillir ici. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que Brize-Garré devient le cimetière que nous connaissons aujourd'hui, dont la galerie fut construite dès 1503. Attention toutefois, la chapelle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas contemporaine de l'implantation du cimetière, puisque notre chapelle date de 1602. Et cette chapelle a subi beaucoup de transformations au fil des siècles, qui ne lui ont pas toujours fait du bien. Par exemple, en 1878, on décide de la restaurer, et c'est pas avec le plus grand soin comme on peut le faire aujourd'hui. Par exemple, on décide de refaire les maçonneries, et c'est alors qu'une peinture du Jugement dernier, datant pourtant de 1603, disparaît complètement. Heureusement, le XXIe siècle arrive.
Et avec lui, on décide de restaurer notre Brice-Guéret qui était bien fatigué après 500 ans d'existence. Regardez par exemple l'état de la chapelle avant restauration. Ah oui, effectivement, notre chapelle était bien mal en point. On décide alors de refaire une beauté à la chapelle et de lui faire retrouver sa physionomie originelle et sa splendeur d'antan. On commence par l'extérieur. Voici à quoi ressemblait la chapelle avant. Bon, c'est pas pour la vexer, mais il faut bien avouer qu'elle avait bien besoin qu'on s'occupe d'elle, et j'avoue que l'enduit de ciment qui recouvrait alors son pignon ne lui rendait pas franchement justice. On dégarnit alors les enduits de ciment du pignon occidental, et là, ça change tout. Apparaissent alors les pierres qui ont servi à la construction de la chapelle. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. Nous sommes ici en mai 2013. Sont alors révélées au grand jour 2 fenêtres, ou plus précisément 2 baies géminées romanes dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Alors, que s'est-il passé? En plus de l'enduit de ciment qui les recouvrait, ces dernières avaient été bouchées, elles qui ne demandaient pourtant qu'à bercer de nouveau la chapelle de lumière. Il faut dire que la chapelle était si sombre. C'est aujourd'hui chose faite. Voici le pignon aujourd'hui qui a enfin retrouvé son profil d'origine, qu'il affiche fièrement aujourd'hui. Retournons dans la chapelle à présent. La voûte en plâtre était bien mal en point. Alors, on décide de la déposer. Ça vous dit qu'on prenne un peu de hauteur? Ah, là c'est parfait. Nous voici sur un échafaudage à l'intérieur de la chapelle. Vous avez certainement reconnu les baies géminées romanes qui venaient tout juste d'être désobstruées. La voûte a alors complètement disparu, ce qui a permis de faire apparaître la magnifique charpente de notre chapelle et surtout, d'un point de vue pratique, de la restaurer. La voûte fut refaite ensuite. Quant aux maçonneries intérieures bien fragiles, elles ont été restaurées puis réenduites au plâtre, redonnant aujourd'hui aux murs de la chapelle l'éclat qu'ils avaient alors perdu. Un autre élément du patrimoine, et pas des moindres, a fait l'objet d'une restauration. Il s'agit du retable qui se situe juste derrière moi. Ce retable représente la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare est relatée dans l'Évangile selon saint Jean. On raconte que Lazare de Béthanie est mort de maladie et est mis au tombeau. 4 jours plus tard, Jésus se rend jusqu'à son tombeau et c'est alors que le miracle se produit. Lazare est ressuscité. La scène qui est représentée derrière moi avec force de détail est celle de l'ouverture du tombeau. Et vous allez voir que l'artiste a fait preuve de réalisme bien avant l'heure. Dans cette scène figurent les personnages principaux dont nous allons parler et une assistance nombreuse ayant assisté au miracle accompli par Jésus tel qu'il est raconté dans l'Évangile. Ici, c'est Jésus qui se tient debout face au tombeau. Derrière lui se trouve une femme, c'est Marthe, l'une des sœurs de Lazare. Quant à Lazare, le voici, tout juste ressuscité, assis sur son tombeau qu'un personnage vient d'ouvrir. Presque tous les regards convergent vers le miracle qui vient alors de se produire. Mais si vous prêtez attention à l'expression des personnages de la scène, vous pourrez voir des mots, pas franchement ravis. Regardez les personnages en haut à gauche de la scène. Ils ont l'air complètement contrariés. Quant au personnage situé au centre de l'assistance, juste derrière l'homme qui a ouvert le tombeau de Lazare, il a les yeux baissés et il porte un doigt à son nez. Pire encore, le personnage tout à droite de la scène. Vous avez vu? Il semble crispé et se bouche carrément le nez. Mais enfin, qu'est-ce qui leur arrive, me direz-vous? La réponse se trouve dans le texte même de l'Évangile. Lorsque Jésus s'apprête à accomplir son miracle, il ordonne « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, répond alors « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là ». Pierre l'arbitre, l'artiste qui a réalisé le retable, a choisi de représenter l'odeur de putréfaction émanant du tombeau, en figeant le dégoût de ses personnages avec un surprenant réalisme. Tout comme la grande majorité des éléments de la chapelle, le retable aussi a eu le droit à sa restauration. Regardez comme il était gris avant, et si certains personnages avaient perdu la tête, au sens propre, des fissures menaçaient tout l'ensemble, dont une fissure centrale assez importante. Une fois la restauration de Brice-Guéret lancée, on décide d'ores et déjà de prendre en charge le retable. Or, on ne peut pas le restaurer sur place, alors le retable est descellé du mur avec le plus grand soin.
On l'amène ensuite dans un atelier de restauration où les restauratrices se sont occupées de cette œuvre en gypserie sculptée. Aujourd'hui, le retable est éclatant. Les fissures qui le menaçaient ne sont plus qu'un lointain souvenir. Quant au sol en pierre de la chapelle, lui aussi a eu droit à une restauration. Les plates-tombes se confondant avec le pavement ont bien entendu été conservées et il s'agit surtout de tombes d'hommes d'église. Mais une tombe, par son aspect, attire plus particulièrement notre attention. Et je tiens à vous dire qu'il s'agit là d'un des éléments du patrimoine montivillon les plus émouvants. La tombe de Madeleine Marais, une petite fille décédée à l'âge de 4 ans, le 29 août 1614. Une légende poignante raconte que cette petite fille s'est noyée dans un puits. Le gisant de Madeleine figure toujours sur la pierre tombale, avec ce qui semble être sa robe de baptême. Nous pouvons encore deviner son visage d'enfant délicatement gravé, encadré dans une collerette de style Louis XIII. La petite Madeleine est entourée de crânes posés sur des os croisés qui, en tant que symbole de la mort par excellence, devrait donner un ton sinistre à sa pierre tombale. Or, l'impression qui émane de la sépulture de Madeleine est tout autre, à en juger d'abord par la présence des rubans auprès des crânes. Ceci évoque les rubans dans les cheveux de la fillette et symbolise l'attachement indéfectible entre elle et ceux qui l'aimaient, même après sa mort. De plus, de nombreuses larmes ont été gravées dans la pierre, figeant à tout jamais la tristesse de ceux qui l'ont perdue. Laissons à présent cette petite fille reposer tranquillement dans la chapelle, comme l'ont voulu ses parents. J'espère que cette visite en vidéo vous a appris quantité de choses sur l'histoire de notre chapelle et les secrets qu'elle renferme. J'espère pouvoir vous faire visiter cet endroit bientôt et en vrai cette fois-ci. En attendant que ce jour arrive, n'oubliez pas le guide.